L'anime commence dans un bois très paisible où se trouve une seule maison au centre. C'est ici que nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Ryo Mijara, qui se lève de son lit pour observer ce qui l'entoure. En sortant et en jetant un coup d'œil au bois, la première chose qu'il fait est de réciter un petit enchantement pour faire apparaître un petit amas d'eau au-dessus de sa main. Dans un changement de scène, nous voyons ce qui s'est passé quelques instants plus tôt, avant son arrivée ici. Ryo reprend soudainement conscience et se rend compte qu'il se trouve dans un endroit inconnu. À travers la brume, un homme apparaît et lui indique que ce n'est pas l'au-delà. Une fois qu'ils peuvent se voir clairement, cet homme lui demande s'il s'appelle Ryo Mijara, ce à quoi Ryo répond par l'affirmative. Soulagé, l'homme lui dit qu'il n'a pas reçu de visiteur depuis longtemps. Sans détour, il informe Ryo qu'il a perdu la vie dans un accident. Sans montrer de surprise, Ryo dit qu'il s'en souvient, et on peut voir qu'il a probablement été renversé par un véhicule. Il demande alors à l'homme s'il est Dieu, mais celui-ci répond que non, qu'il peut le considérer comme quelque chose de plus proche d'un ange, et qu'il est prêt à répondre à ses questions. Ryo décide de l'appeler Michael et lui dit qu'il est conscient qu'il va réincarner. Il veut savoir ce qu'il doit faire maintenant qu'il va revivre. Michael lui répond de vivre sa vie comme il l'entend, qu'on ne lui a pas assigné de mission particulière ni d'objectif précis. Cela fait réfléchir Ryo, et après quelques secondes, il exprime son souhait d'avoir une vie paisible et tranquille. En réponse, Michael lui indique qu'il va réincarner dans un monde avec de la magie, appelé Phi. Dans ce monde, une personne sur 5 a la capacité d'utiliser la magie, et l'attribut de Ryo sera l'eau. Comme il souhaite une vie paisible, il réincarnera dans la forêt de Rondo, où une maison et de la nourriture pour 2 mois lui seront fournis. On voit Ryo inspecter le garde-manger, qui est gelé, ce qui lui fait penser que cet état est maintenu par la magie. Michael l'informe également que les monstres ne pourront pas s'approcher de sa maison grâce à une sorte de barrière protectrice. Ryo remarque que l'accident a dû être grave pour qu'on lui offre toutes ces commodités. De retour dans le présent, Ryo commence à expérimenter la magie pour la première fois. En s'entraînant, il découvre qu'il n'est pas nécessaire de parler pour créer de la magie, tant qu'il visualise ce qu'il veut faire. Cela le déçoit un peu, car il aime les incantations verbales et crier ses pouvoirs. Il remarque qu'il ne peut invoquer que de l'eau froide, ce qui l'empêche d'utiliser la baignoire de la maison pour prendre un bain chaud. À court d'options, il prend un morceau de bois pour essayer de faire du feu, mais après un moment à frotter des bâtons, il abandonne, réalisant à quel point c'est difficile. Laissant cela de côté, il se concentre sur la tentative de geler l'eau dans un seau, sans succès. Voulant créer de la glace, il s'efforce davantage, car il est intéressé par un sort qui lui permettrait de créer des lances de glace. Il réduit alors la taille de l'eau, en extrait la chaleur, et visualise les molécules d'eau. Ensuite, il lie l'élément oxygène à l'élément hydrogène d'une molécule voisine, ce qui lui permet de créer de la glace. Heureux, il remercie les liaisons hydrogène. Ensuite, il entreprend de lui donner une forme. Il fabrique une sorte de loupe qu'il utilise pour amplifier la lumière du soleil et diriger la chaleur sur de l'amadou, créant ainsi du feu. Le soir venu, il peut enfin profiter d'un bon bain avec de l'eau chaude et reconnaît qu'il a beaucoup progressé pour son premier jour. Il pense qu'il devrait pouvoir créer de l'eau chaude de la même manière qu'il crée de la glace, ce qui le conduit à dire que la magie est très utile et qu'il aura beaucoup à faire à partir du lendemain. En se réveillant, il mange un peu de viande et se rappelle que Michael lui a laissé de la nourriture pour 2 mois, ce qui signifie qu'il devra chasser une fois les réserves épuisées. Comme la forêt n'est pas protégée par la barrière, il suppose qu'il y a des monstres à l'extérieur, mais il sait qu'il ne peut pas s'y aventurer avec un simple couteau, il a besoin de magie d'attaque. La nuit, il ne peut pas non plus cuisiner. Sans perdre de temps, il sort pour pratiquer sa magie, la balle d'eau, et s'enthousiasme du succès de son premier sort d'attaque, bien qu'il remarque qu'il manque de puissance. Il décide alors de transformer la balle d'eau en jet d'eau, visualisant un jet d'eau fin et rapide. Cependant, le jet s'affaiblit rapidement et ne va pas loin, ce qui le fait considérer cela comme un échec. Il se souvient alors d'une question qu'il a posée à Michael, comment utiliser la magie. L'ange lui a répondu que l'essence de la magie est la visualisation, et qu'il doit visualiser une image tout en gagnant de l'expérience. À partir de là, Ryo s'entraîne à répéter le jet d'eau encore et encore, et après quelques heures, il observe que son attaque commence à prendre forme. En rentrant chez lui, il découvre qu'en inversant le processus de création de glace, il peut créer de l'eau chaude, bien qu'en s'y plongeant, il se brûle. Le lendemain, il entreprend de créer de la glace directement dans l'air, notant que le processus est assez lent, mais réalisable. Il appelle ce sort lance de glace, mais lorsqu'il le projette, il s'effondre après à peine 1 mètre. Conscient que ce sort n'est pas viable en combat réel à cause de ses limitations, il décide de s'entraîner davantage. Petit à petit, il enchaîne plusieurs sorts, maintenant un rythme jusqu'au crépuscule. À ce moment, la fatigue le frappe soudainement, le faisant tomber à genoux, et il sent qu'il va s'évanouir, ce qui lui fait penser qu'il a épuisé son mana. Cette nuit-là, il réalise une chose importante, il doit allumer le feu pendant la journée, car son seul moyen repose sur la lumière du soleil. En d'autres termes, il se retrouve sans dîner, incapable de cuisiner. Le lendemain, il reprend l'entraînement de sa magie,
et il continue ainsi les jours suivants. Après un certain temps, il voit les fruits de ses efforts, il peut désormais créer la lance de glace instantanément, bien qu'il ne parcourt toujours pas une grande distance. Il estime qu'il est temps de s'aventurer hors de la barrière, ce qu'il fait, armé d'une lance qu'il a créée. En avançant un peu, il arrive à une rivière et trouve ce qu'il cherchait, du quartz, qu'il utilise comme silex pour faire du feu, même sans soleil. Avec cette ressource précieuse, il part à la recherche d'une herbe antidote, considérant que la trouver rendrait son aventure pleinement réussie. À ce moment, il se retourne et aperçoit un monstre, un sanglier mineur. Face à cette situation, son corps se tend, car ce n'est pas une bonne nouvelle. Il se fige de peur lorsque le monstre charge pour l'attaquer. Quelques secondes avant l'impact, des images surgissent dans son esprit, le faisant réagir. Il esquive rapidement en sautant sur le côté. Lorsque le sanglier mineur attaque à nouveau, Ryo se souvient qu'il peut utiliser la magie. En guise de contre-mesure, il crée un chemin de glace qui fait glisser le monstre vers lui, et comme attaque finale, il forme un amas de glace avec des lances pointées vers l'avant, comme un bouclier de pieu. Le monstre s'y écrase et subit une mort instantanée. Ce soir-là, Ryo rentre chez lui pour lire l'encyclopédie des monstres et découvre que le sanglier mineur est le rang le plus faible. Il note également que, bien que l'encyclopédie soit basique, les 2 dernières pages sont spéciales, contenant des informations sur les dragons, des êtres capables de détruire une ville entière sans effort ni aide. On y conseille de fuir immédiatement si l'on en voit un, bien que cela soit probablement impossible. Il est aussi question des diablotins, qui ne sont pas des anges déchus, mais dont l'origine est inconnue. Une note indique qu'on prie pour que personne n'en rencontre. Ryo se demande à quoi cela lui sert de savoir cela, mais en y réfléchissant, il comprend que ce monde est plein de surprises. Ensuite, il s'aventure à nouveau pour collecter des fruits, savourant l'un d'eux pour son équilibre parfait entre acidité et douceur. Soudain, il est attaqué par un monstre volant. Après avoir esquivé son attaque, celui-ci lance une lame de vent qui, heureusement, ne le touche pas. Cela lui fait penser que le niveau de danger a brusquement augmenté. Tout en fuyant, il place des boucliers de glace pour éviter les attaques. Il identifie ce monstre comme un faucon assassin, qui utilise en taille aérienne, un sort de vent invisible, et attaque avec son bec et ses griffes après avoir chargé. Ne pouvant échapper à la bête, il décide de se battre. Il arrête de courir et tire plusieurs jets d'eau dans sa direction. Le faucon esquive en manœuvrant dans les airs, puis charge à grande vitesse. Ryo crée un bloc de glace dans l'air, contre lequel le monstre s'écrase. Après l'impact, le faucon s'effondre à plusieurs mètres. Alors que Ryo s'approche pour se préparer, le monstre se relève rapidement et s'envole à nouveau. Ryo remarque que l'œil du faucon est blessé, et après quelques secondes, il fait demi-tour et s'enfuit. Le danger écarté, Ryo s'allonge sur le sol pour prendre un repos bien mérité, acceptant qu'une vie paisible est difficile à obtenir. Ayant fui le faucon sur une longue distance, il perd l'orientation par rapport à sa cabane. En avançant, il pense qu'il devrait être proche, mais il découvre quelque chose de brillant, un homme en armure sans tête, accompagné d'un cheval sans tête. Le lendemain, Ryo continue d'explorer le bois, profitant du chemin pour vaincre les bêtes qui menacent sa vie ordinaire, cette fois en utilisant avec succès la lance de glace. Il parvient à retrouver sa maison et adopte cette routine pour collecter des ressources et de la nourriture, tout en continuant à pratiquer la magie pour se renforcer. Un jour, il découvre une plage et n'hésite pas à plonger dans la mer. Mais il est soudainement attaqué par un monstre géant des profondeurs, ce qui le fait fuir précipitamment de peur. Plus tard, il crée un sort appelé jet abrasif, un jet d'eau ultra concentré qu'il utilise pour couper une roche parfaitement. Il découvre également que s'il renforce la glace avec de la magie, il peut l'utiliser comme un abrasif de grenat, et il commence à se sentir à l'aise avec l'utilisation de la magie. Une nuit, Ryo décide de retrouver le Dulaon qu'il avait laissé tranquille auparavant, armé cette fois d'une épée de glace. Il sait que le Dulaon ne figure pas dans l'encyclopédie des monstres. Peut-être parce qu'il n'est pas considéré comme un monstre ou parce qu'il est trop avancé, mais il n'y attache pas d'importance, pensant qu'il peut l'apprendre par lui-même. Sans perdre de temps, il attaque de front, mais le Dulaon bloque chaque coup. Lors d'un contre-attaque, Ryo se protège avec un bouclier de glace, mais l'impact le déséquilibre légèrement. Lors de la prochaine attaque du Dulaon, Ryo l'esquive et tente de contre-attaquer, mais il échoue. Cela permet au Dulaon de le frapper sur le côté. Bien que Ryo se protège, l'impact est assez fort pour le faire tomber. Il accepte qu'il est incapable de vaincre cet ennemi, mais comme il n'est pas mort, il pense que cela vaut la peine de revenir chaque nuit. Il a l'impression que le Dulaon essaie de l'entraîner. À ce moment, le Dulaon crée une épée d'eau à partir de son arme, qu'il transforme ensuite en glace avec précision. Il s'approche de Ryo pour la lui remettre, mais son arme redevient normale après cela. Ryo suppose que le Dulaon veut qu'il apprenne à l'utiliser. En prenant l'arme, le Dulaon retourne dans l'eau et s'en va. Plus tard, en explorant le bois, Ryo rencontre un monstre volant et pense un instant qu'il s'agit du faucon de la fois précédente à cause de la cicatrice sur son œil, mais il doute car son apparence est différente. En l'analysant, il suppose qu'il a évolué. Quelques secondes plus tard, le monstre lui lance une attaque à longue portée, confirmant qu'il s'agit bien du même.
Rio utilise rapidement un mur de glace à 5 couches, mais en voyant sa barrière détruite par cette simple attaque, il court dans différentes directions pour compliquer les tirs du monstre. Il continue ainsi, contre-attaquant même avec son lance de glace, que le faucon esquive sans problème. Le monstre utilise alors un sort qui détruit instantanément son mur de glace, faisant croire à Rio qu'il peut neutraliser la magie. À ce moment, il voit le faucon immobile dans l'air et se prépare, pensant qu'il va agir. Mais un éclair s'abat sur lui, qu'il esquive en sautant sur le côté, perdant malheureusement sa lance. Le faucon charge vers lui avec ses griffes, et Rio réagit en dégainant son épée, à laquelle il ajoute un tranchant de glace. Il bloque l'attaque avec fermeté, sans répit. Le faucon continue de l'attaquer, mais Rio parvient à bloquer ses griffes et ses projectiles avec son épée seule. À un moment, le monstre prend de la distance pour gagner de la vitesse et charger. En se préparant et en se concentrant, Rio parvient à planter l'épée dans son corps dès qu'il s'approche. Une fois le faucon à terre, Rio comprend son ressentiment, car c'est lui qui lui a blessé l'œil. Il lui dit qu'il a beaucoup progressé grâce à leur rencontre, ayant anticipé une nouvelle attaque et s'étant renforcé pour cela. Il comprend aussi que le faucon a évolué pour se venger. Par respect pour son orgueil, Rio décide de lui porter le coup de grâce en retirant l'épée de sa blessure, ce qui suffit. On voit alors un dragon survoler ce même bois. Alors que Rio rentre chez lui calmement, il est choqué lorsque cet être puissant atterrit devant lui. À sa grande surprise, le dragon lui parle par télépathie, disant qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire après si longtemps sans utiliser ce pouvoir. Il lui demande s'il n'a pas vu un oiseau évoluer à partir d'un faucon assassin. Rio répond que oui et s'excuse s'il s'agissait d'un de ses vassaux, car il vient de le tuer. Le dragon le félicite pour cet exploit et remarque que ce qu'il porte à la ceinture est assez inhabituel. Lorsque Rio lui montre, le dragon lui indique qu'il s'agit de l'épée du roi des fées, ce qui signifie que s'il la lui a donnée, c'est qu'il l'apprécie vraiment. Rio profite de l'occasion pour poser quelques questions, et plus tard, le dragon lui annonce qu'il doit partir, mais avant, il lui révèle son nom, Lewin. Rio se présente également. Dans un changement de scène, nous voyons Michael, l'ange, qui remarque que Rio possède un attribut caché, ce qu'il n'avait pas anticipé, car il n'en avait pas vu depuis la première femme qu'il a réincarnée, il y a 10 000 ans. Il révèle alors que l'attribut caché de Rio est la jeunesse éternelle. Par une nouvelle journée, Rio visite une côte située à proximité, où il découvre des paysages intéressants. Il mentionne qu'il est venu uniquement pour manger des fruits de mer grillés, et qu'il ne s'attendait absolument pas à tomber sur une épave. Il confirme que les corps éparpillés sur le sol sont sans vie, mais se réjouit en entendant que l'un d'eux respire encore. Dans un changement de scène, on voit brièvement un monstre géant attaquer le bateau, ce qui a causé leur naufrage. Une fois réveillé, le garçon que Rio a sauvé constate que ses affaires sont à ses côtés et pousse un soupir de soulagement d'avoir survécu. Il se lève pour jeter un coup d'œil autour de lui, et Rio s'approche pour lui dire qu'il est heureux qu'il soit en vie. Le garçon, surpris de ne pas avoir remarqué sa présence, est également intrigué par la façon dont Rio est vêtu. Il réalise rapidement que ce n'est pas la première chose à demander, alors il se présente comme Abel et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Rio lui dit qu'il n'a pas à le faire, car il l'a simplement ramené chez lui, mais il regrette de devoir lui annoncer qu'il est le seul survivant. Abel suppose que les autres ont été emportés par le courant, mais demande à Rio de ne pas s'inquiéter, car il s'agissait de contrebandiers criminels. Avant d'entrer dans les détails, son estomac gargouille de faim, et Rio l'invite à manger, non sans se présenter lui aussi. Une fois à l'intérieur, Rio explique qu'il n'a pas d'autres vêtements, car sans fil ni tissu, il ne peut en fabriquer. Abel suggère qu'il pourrait en acheter, mais se tait en réalisant qu'il est normal de ne pas pouvoir se le permettre sans argent, et craint d'avoir offensé l'homme qui l'a sauvé. Rio explique qu'il n'y a personne dans cette zone, aucun village à proximité. Apprenant cela, Abel suppose qu'il chasse pour survivre et lui dit que sa nourriture est délicieuse. À ce moment, Rio utilise sa magie pour remplir une cruche d'eau, révélant qu'il est un mage d'eau. Cela intrigue Abel, qui mentionne qu'aux provinces centrales, à peine la moitié des gens peuvent utiliser la magie, et qu'il en est incapable. Rio s'étonne, car Michael lui avait dit que seulement 20% en étaient capables. Abel demande à vérifier quelque chose et veut retourner sur la côte. En chemin, il demande à Rio s'il n'a pas besoin d'une baguette en tant que mage, mais Rio répond qu'il n'a pas ce genre d'objet. Abel pense l'avoir encore offensé, supposant qu'il est trop pauvre pour en avoir une, et lui dit qu'en cas de problème, il peut s'en charger. Rio tente de lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Abel insiste, disant que c'est le moins qu'il puisse faire, sinon sa réputation serait ruinée. Rio accepte sans protester davantage. Arrivé à la côte, il constate que les corps ont disparu, peut-être mangés ou emportés par la mer. Abel réalise que sans l'aide de Rio, il aurait subi le même sort. Rio lui dit qu'il a beaucoup de chance, mais Abel lui demande de ne pas être si formel, préférant qu'il l'appelle par son prénom, comme ses amis. Rio reste pensif sans répondre, tandis qu'Abel termine son inspection, annonçant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Rio lui demande ce qu'il va faire maintenant. Abel répond qu'il va essayer de rejoindre ses compagnons à l'une, mais pense que cet endroit est très au sud.
Rio ne sait pas où se trouve Lune, mais suggère qu'il faut aller loin vers le nord. Abel lui propose soudain de l'accompagner, considérant cela comme un travail, car il a besoin de son aide. Il admet qu'il ignore où ils sont et comment atteindre Lune, et qu'un guide, ou plutôt quelqu'un avec qui parler pour ne pas perdre la tête, lui serait utile. Après quelques secondes, Rio accepte, mais prévient qu'il doit se préparer et qu'ils partiront le lendemain, ce qu'Abel accepte joyeusement. À la tombée de la nuit, Rio dit qu'il doit aller dire au revoir à quelqu'un, car il ne peut lui parler qu'à cette heure et veut lui annoncer son absence temporaire. Abel accepte, mais se souvient que Rio avait dit qu'il n'y avait personne dans les environs. Au lieu de poser des questions, il suppose que Rio veut rendre hommage à un proche, car il n'a pas toujours été seul, mais n'ose pas en demander plus. Plus tard, Rio se présente devant le roi des fées, lui annonçant qu'il doit quitter la forêt de Rondo pour un temps. Il le remercie sincèrement, car il a survécu grâce à son aide. Il ajoute que ce sera leur dernier duel, et qu'il se battra avec plus d'ardeur que jamais. Le roi des fées reste silencieux, se met en garde, et leur combat commence. Épuisé après la lutte, Rio voit le roi des fées marcher vers le lac, où il invoque un cadeau, un vêtement. Impressionné, Rio le remercie et promet de le porter avec fierté. Après ses adieux, le lendemain, Rio enfile son nouveau vêtement pour commencer son voyage avec Abel, jetant un dernier regard à sa maison comme pour lui dire adieu. En chemin, il rencontre un monstre de bas niveau, le même que Rio avait affronté au début de ses explorations. Abel annonce qu'il s'en charge. Lorsque le monstre charge, il dégaine son épée et utilise la technique d'empalement, transperçant complètement la créature, créant un trou à l'impact. Surpris, Rio apprend d'Abel que ce sont des techniques utilisées par les épéistes et autres porteurs d'armes. À la nuit, ils font un feu pour se reposer. En poursuivant leur chemin, ils tombent sur une zone peuplée d'hommes lézards. Abel explique que ce sont des adversaires redoutables dans les marais, et qu'il vaut mieux les contourner. Malgré cela, Rio remarque qu'ils sont suivis. Comme ils sont nombreux, il décide d'utiliser sa magie pour combattre. Abel tente de l'en dissuader, évoquant l'absence de baguette, mais est stupéfait quand Rio utilise sa lance de glace pour éliminer facilement 4 hommes lézards. Après les avoir vaincus, Abel lui demande quel est ce sort. Rio trouve cela normal, expliquant que c'est une lance de glace, un sort d'eau. Abel insiste sur le fait qu'il en a lancé 4 simultanément, alors qu'un sort n'a qu'un seul effet, selon le mage de vent qu'il connaît. Rio suggère que la magie de vent est peut-être différente, et que pour la magie d'eau, c'est normal. Abel trouve ça étrange, mais change de sujet pour continuer. Rio crée des verres d'eau pour s'hydrater, prononçant des mots simples pour faire apparaître le verre, puis l'eau. Abel note que la dernière fois, Rio a récité un sort pour invoquer l'eau, ce qu'il n'a pas fait cette fois. Nerveux, Rio prétend qu'Abel a imaginé cela, évitant le sujet. Plus tard, Abel donne une pièce à Rio, qui la regarde avec surprise, avouant n'avoir jamais vu d'argent. Abel explique que c'est un florin de bronze du royaume de Nightley, et que les provinces centrales frappent leur propre monnaie, toutes appelées pareil. Nightley est l'une des 3 grandes nations, avec l'empire de Dudley et la fédération Andalien. Rio trouve le nom de Nightley cool, mais celui de Dudley trop banal pour une nation importante. Abel s'étonne de son commentaire, mais change de sujet en notant qu'ils sont dans une zone plus dégagée. Grâce à ses réflexes, il détruit une pierre lancée vers eux avec son arme, tandis que Rio crée un bouclier de glace pour se protéger. Ils sont rapidement encerclés par des golems de pierre. Abel dit qu'ils sont en danger, mais Rio est curieux, s'attendant à des créatures plus humanoïdes. Concentré, Abel annonce qu'il va attaquer le golem le plus proche et que Rio peut rester en arrière. Il utilise sa technique d'empalement, mais le trou dans le golem se régénère rapidement. Abel revient vers Rio et l'informe de cette régénération. Rio veut essayer une attaque et, avec l'accord d'Abel, utilise mur de glace x10, créant un bloc de glace géant qui écrase 2 golems. Stupéfait, Abel lui demande ce qu'il a fait. Rio, optimiste, dit qu'il a éliminé 2 ennemis et prévoit d'utiliser le même sort sur les autres. Après les avoir vaincus, Abel observe le dernier golem, immobile. Rio pense qu'il absorbe l'énergie du sol et, étant renversé, ne peut bouger. Il trouve une pierre magique énorme et colorée à côté, suggérant que ce golem a vaincu de nombreux monstres. Rio la prend comme une récompense, notant qu'extraire celle des autres golems, écrasés par ses attaques, serait difficile. Plus loin, ils aperçoivent un monstre énorme, que Rio pense être un hippopotame géant. Abel, qui n'en a jamais vu, suppose que c'est un Behemoth. Rio lui demande s'il compte l'affronter, et Abel répond qu'à moins de vouloir finir en brochette. Peu après, des wyverns s'approchent du Behemoth. Les deux observent cette bataille imminente. Rio pense que le Behemoth l'emportera, tandis qu'Abel, le voyant en désavantage, parie sur les wyverns. Réveillés par leur présence, le Behemoth émet un rugissement créant une onde puissante qui neutralise les wyverns, les faisant s'écraser. Abel, confus, apprend de Rio que le Behemoth a probablement annulé leur magie. La nuit, autour d'un petit campement, Abel mentionne que certains pièges de donjon annulent la magie. Excité par le mot donjon, Rio dit qu'il aimerait en explorer un. Abel révèle qu'il y a un donjon à Lune, leur destination.
Rio lui reproche de ne pas l'avoir dit plus tôt, et Abel s'excuse, ignorant son intérêt pour les donjons. Offusqué, Rio lui demande s'il cache autre chose. Abel parle alors des elfes et des nains. Les nains sont de grands guerriers, et il y en a quelques-uns à l'une. Les elfes, eux, vivent dans les forêts et s'éloignent rarement, il n'y en a qu'un à l'une. Rio trouve cela conforme à ses attentes, mais Abel lui demande sur quoi il se base. En avançant, Rio indique que, après les montagnes, ils seront proches du territoire humain. Abel s'étonne de cette connaissance, et Rio se souvient d'une conversation avec le dragon Lewin, qui lui avait expliqué que cette terre est entourée par la mer à l'est, l'ouest et le sud, et séparée du continent nord par une chaîne montagneuse, rendant rare la présence d'humains au sud. Rio élude, disant à Abel qu'il vaut mieux ne pas savoir d'où il tient cette information, prétendant avoir une source dépassant la connaissance humaine. Plus loin, ils sont attaqués par une bête volante intimidante. Abel tremble sous son regard, mais Rio reste calme et donne le signal pour lancer de la viande crue en l'air. Le monstre la prend et s'en va, leur permettant de respirer. Abel avoue qu'il tremble encore, et Rio admet qu'il ne pensait pas survivre à un combat. Abel explique que les humains ne peuvent affronter de tels monstres, et que personne n'a vu de Behemoth ou de Griffon depuis des siècles, trouvant cet endroit étrange, voire maudit. Il suppose que les montagnes empêchent ces créatures d'atteindre le territoire humain. Rio, curieux, pense que les wyverns venus du nord ont affronté le Behemoth. Il confirme bientôt leurs soupçons en envoyant deux au loin. Abel dit qu'ils n'ont aucune chance, car il faut 20 aventuriers expérimentés pour les affronter. Malgré cela, Rio note qu'ils n'ont pas le choix à cause de leur itinéraire et suggère d'empêcher les wyverns de voler. Ignorant les avertissements d'Abel, il utilise lance de glace x4 pour empaler leurs ailes. Abel les achève, et il répète l'opération avec d'autres wyverns venus du ciel. Une fois terminé, Abel trouve cela plus facile que prévu et, malgré l'arrivée d'autres wyverns, montre de l'enthousiasme pour les combattre. Rio, surpris, note que moments plus tôt, Abel refusait de les affronter. Abel se justifie, disant que c'était nécessaire. Après un moment, ils atteignent l'autre côté des montagnes, admirant le paysage avec joie. Une fois que tous deux éliminent les ennemis sur leur chemin, Rio dit à Abel que ça ne l'aurait pas dérangé d'en affronter encore plus. Ce dernier lui demande de ne pas plaisanter avec ça, même s'il admet que c'était plutôt bien d'avoir obtenu autant de pierres magiques grâce à ces monstres. Ensuite, il lui indique qu'ils ont déjà bien progressé vers le nord, mais il ne sait pas exactement où il se trouve. Rio lui demande si c'est l'Empire de Degui, mais Abel lui précise que non, que l'Empire est encore plus au nord que le Royaume, donc ce serait impossible. En entendant cela, Rio est soulagé, ce qui pousse Abel à se demander pourquoi il déteste autant cet empire. Rio clarifie qu'il n'a rien contre l'Empire en soi, mais qu'il trouve juste que son nom est affreux. À ce moment-là, il remarque un chemin au loin, et quand Abel constate qu'il pointe vers l'ouest, son attention se tourne vers des montagnes dans cette direction. Rio lui demande s'il y a un problème en voyant son expression changer, mais Abel lui répond que tout va bien, et lui indique que s'il suit ce chemin à l'ouest, il devrait arriver au village de Kailadi. En chemin, il lui raconte que la nourriture de ce village est délicieuse, et qu'il y a un plat qu'il souhaite lui recommander, ce qui excite encore plus Rio. Le soir venu, il visite une taverne, et là, Abel parle de la guilde des aventuriers, car il pense que Rio devrait s'enregistrer vu sa force. Une carte de guilde sert d'identification, et grâce à elle, n'importe quel village ou nation lui permettrait l'entrée. Ensuite, il lui rappelle que lorsqu'ils sont arrivés, il a dû répondre à sa place et payer une pièce d'argent, ce qui est la procédure normale pour un étranger. Mais Rio lui demande s'il n'est pas impliqué dans des affaires louches, insinuant que cette pièce d'argent sert à l'acheter et qu'il est devenu son serviteur. Abel lui demande s'il le voit comme un criminel, et Rio répond qu'il le voit plutôt comme un chevalier qui ne protesterait pas pour une poignée de pièces. Revenons au sujet, Abel lui explique qu'aller à la guilde a d'autres avantages, ils achètent des pierres magiques et des matériaux de monstres à bon prix. Après tout, ces objets ne servent que si l'on est alchimiste. Rio est surpris d'entendre cela, mais alors qu'il veut lui demander plus de détails, une serveuse arrive pour leur servir un plat appelé curry. En voyant cela, Rio reste figé. Le curry est un élément classique dans les histoires de réincarnation. Il vit son propre isekai et n'en revient pas. Peu à peu, il se laisse emporter par sa passion des isekai. Mais quand Abel lui demande si tout va bien, il revient à la normale comme si rien ne s'était passé. Quand il goûte enfin le curry, Rio est ravi et commence à manger avec enthousiasme. Il en commande un second, puis demande à Abel si ce plat existe aussi à lui. Ce dernier répond que oui. Le lendemain, les deux reprennent leur route vers cette ville, et puisque Rio considère le curry comme quelque chose de précieux, il demande à Abel s'il y a autre chose d'important qu'il aurait oublié de lui dire. Cela met un peu Abel mal à l'aise, mais Rio espère qu'il va avouer aimer les sucreries ou lui montrer les meilleurs desserts du coin. Ils continuent leur long voyage et finissent par apercevoir la ville de Lune. À l'entrée, un garde nommé Nimur reconnaît Abel, surpris car on disait qu'il avait disparu. Abel confirme que c'est vrai et qu'il a pu revenir en un seul morceau grâce à Rio, ce gamin-là. Nimur le remercie et après avoir reçu la pièce d'argent pour le droit d'entrée, ils discutent amicalement.
De son côté, Rio les regarde, un peu heureux de voir qu'Abel est bien accueilli. Une fois dans la ville, Abel indique qu'ils iront d'abord à la guilde, et comme ils sont ensemble, Rio pourra monter de niveau lors de l'enregistrement. Mais Rio demande plus de détails, car il ne comprend pas. Abel explique que lors de l'inscription, on commence au niveau F, mais avec la recommandation d'un aventurier de niveau B ou plus, on peut commencer au niveau E ou D. Rio suppose donc qu'Abel est de niveau supérieur et en est fier, ce que ce dernier ne comprend pas. Abel lui explique qu'avec un niveau plus élevé, on peut accepter des missions plus difficiles et mieux rémunérées, même s'il doute que Rio doive se soucier de l'argent. Il pense même que vendre toutes les pierres magiques qu'il possède pourrait bouleverser le marché et en faire baisser le prix. Mais il est sûr que le maître de la guilde saura quoi faire. Dès qu'ils entrent dans la guilde, la réceptionniste reconnaît Abel et prononce son nom à haute voix, ce qui déclenche une réaction en chaîne chez tous ceux présents, car ils le connaissent aussi. En quelques secondes, il est entouré de gens heureux de le revoir. Face à cette popularité, Rio décide de sortir pour ne pas déranger. En s'éloignant un peu, il croise une elfe, qui remarque qu'il porte les habits du roi des fées. Quand elle voit que Rio est troublé, elle s'excuse, disant qu'elle admirait juste sa tenue et qu'elle le trouve intéressant. Rio est encore abasourdi par tout ce qu'elle dit, mais elle l'informe qu'elle doit partir et espère le revoir. Plus tard, Abel revient et fait entrer Rio. Il explique à tous que Rio l'a sauvé, ce qui pousse les autres à le remercier. Ensuite, Abel demande à la réceptionniste de recommander Rio pour un niveau D. Elle est surprise, car aucun membre de l'épée écarlate n'avait jamais recommandé quelqu'un. Mais Abel affirme que ce garçon en vaut la peine. Devant sa confiance, elle accepte, mais précise qu'il faudra une démonstration de force. Abel accepte, mais souhaitant discuter avec le maître de la guilde. Ils l'attendent dans une salle privée, et ce dernier entre soudainement, soulagé de voir Abel en vie. Il se présente à Rio comme Hugh Seglas, maître de la guilde de Lune, et le remercie pour avoir sauvé Abel. Abel explique qu'il veut recommander Rio pour qu'il ait un meilleur niveau. Hugh accepte, à condition qu'il fasse une démonstration. Abel accepte sans protester, mais prévient que Rio est plus fort que lui, ce que Hugh a du mal à croire. Abel montre alors les pierres magiques obtenues sur les monstres vaincus. Hugh les examinait, vu leur taille et couleur, demande si ce sont des pierres de Wyvern. Abel confirme. Hugh en déduit qu'ils ont dû affronter une force capable de raser un pays. Abel précise qu'ils ont vaincu tous les Wyverns au sud des montagnes maléfiques. Rio ne connaît pas cet endroit, alors Abel lui explique qu'après avoir trouvé le chemin vers Keiladi, il a compris qu'ils avaient traversé les montagnes maléfiques. Hugh leur dit que personne n'a jamais traversé ces montagnes vivant, et que même les aventuriers n'y vont que pour de très bonnes raisons. Abel lui demande si cela ne suffit pas pour faire monter Rio de niveau, et Hugh répond que c'est plus que suffisant. À ce moment, des gens entrent dans la salle, et la fille en tête est soulagée de voir Abel. Il s'excuse de les avoir inquiétés. Ce sont Lynn, Ria et Warren. Hugh suppose qu'ils ont beaucoup à se dire et leur laisse la pièce. Il demande à Nina d'apporter les documents dans son bureau pour l'enregistrement de Rio. En sortant, Abel dit à Rio qu'il veut lui montrer quelque chose une fois l'inscription terminée. Dans le bureau, Hugh explique que l'épée écarlate est le groupe d'Abel, le plus populaire de la ville. Rio demande s'il peut vraiment commencer au niveau D. Hugh dit qu'il connaît bien la force d'Abel, qui a un talent unique, mais qu'il n'aurait pas pu vaincre un Wyvern seul. Donc Rio doit être très fort. En lui tapant dans le dos, il remarque qu'il est bien bâti pour un mage. Nina entre avec les documents. Hugh lui demande de guider Rio pour le processus, car il est occupé avec la paperasse. Nina se présente comme employée de la guilde. L'entretien commence. Rio dit qu'il est un mage de l'eau, qu'il n'a pas encore de résidence. Nina l'informe qu'il aura 300 jours d'accès à la résidence de la guilde. Apprenant qu'il n'a jamais exploré de donjon, elle lui propose un cours d'initiation mensuel. Rio accepte avec plaisir. Le cours commence après-demain, et elle l'inscrit. Il est surpris par l'heure, mais Nina lui dit qu'il y a une horloge sur la place centrale. Ensuite, il procède à l'enregistrement en plaçant sa main sur un cristal. Un mécanisme magique grave une plaque, sa carte de guilde. Il est maintenant officiellement enregistré. Seul, Hugh exprime son soulagement de voir Abel en vie et se rappelle qu'il doit signaler son retour. Il sort un appareil de communication. Rio revient vers Abel et lui demande où ils vont maintenant. Abel dit qu'il veut le remercier de l'avoir accompagné en ville, et pour lui avoir sauvé la vie, il souhaite lui offrir des vêtements et une baguette. Rio demande pourquoi une baguette. Abel dit qu'un mage puissant comme lui devrait en avoir une. Rio admet qu'il n'en a pas besoin pour utiliser sa magie, et qu'il se bat aussi à l'épée. Abel est surpris, il ne savait pas, mais il remarque qu'il ne porte pas d'épée. Rio soulève sa cape pour lui montrer son arme, mais Abel pense que ça ressemble plus à une dague, ce qui le rend confus. Rio change de sujet, ayant remarqué qu'il ignore beaucoup de choses. Plus tard, Rio réfléchit à tout ce qu'il a appris. Il comprend que les journées ici durent 24 heures, une semaine à 7 jours, un mois 30 jours, comme sur Terre. Rien n'a changé. Même les vêtements sont mesurés en centimètres, ce qui le rassure car il déteste le système impérial. Et avec le Curie en plus, il se dit que quelqu'un est sûrement arrivé dans ce monde avant lui et l'a influencé.
Abel sort de la boutique et Rio le remercie pour ses achats. Le soir, Abel l'emmène à une fête organisée pour son retour. Encore une fois, on souligne que Rio est son sauveur. Le lendemain, Nina explique que l'autre aventurier présent, Ra, le considère comme un grand frère, d'où son comportement amical à la fête. Elle l'emmène à sa chambre dans les dortoirs de la guilde, numéro 10. Là, il rencontre Nils et Eto, très accueillants. Quand Nina s'en va, Nils parle de la beauté de Nina, mais Eto lui rappelle qu'elle a déjà beaucoup de prétendants et qu'il n'a aucune chance. Eto dit à Rio qu'il devrait se tutoyer entre camarades. Rio accepte, et tous sont contents de voir qu'il est sympa, car ils ne veulent pas un second dame du numéro 1. Juste après, Nina revient leur dire qu'un autre aventurier cherche un logement. Il entre et se présente comme Amon. Nils remarque qu'il est très jeune. Amon dit qu'il a tout juste 16 ans. Sa famille est morte, alors il est venu à l'une pour devenir aventurier. Nina les informe qu'Amon prendra aussi le cours d'introduction au donjon, et qu'il pourra y aller avec Rio. Pendant ce temps, Abel raconte aux membres de l'épée écarlate ce que Rio a accompli pendant le voyage. Lynn trouve ces histoires absurdes. Elle dit que la magie, mur de glace, est trop faible pour faire de gros dégâts, et qu'il est impossible d'en invoquer d'aussi grands dans les airs. Abel insiste que c'est ce que Rio a fait. Elle objecte que la magie ne peut être invoquée qu'à proximité de son utilisateur, pas à distance. Ria essaie de calmer le jeu, mais Lynn ajoute que traverser les wyverns avec des pieux de glace est impossible, car leur barrière magique repousse les sorts. Abel se souvient de cela et l'admet, mais maintient que Rio l'a fait. Ria dit que le seul magicien dont on disait qu'il était capable de telles choses, c'est le célèbre magicien infernal. Abel connaît ce surnom, et on raconte qu'il a incinéré 1000 soldats impériaux d'un seul sort, réduit un château en cendres et effacé une ville entière avec une invocation. Même ainsi, Abel pense que la comparaison est exagérée. Mais Ria dit que si tout cela est vrai, alors Rio est exceptionnel, et peut-être qu'il atteindra ce niveau. Et si jamais il se retournait contre eux, le pire serait qu'il rejoigne l'Empire. Mais Abel assure que cela n'arrivera pas, car Rio n'aime pas le nom de l'Empire de Dudley. Ce qui laisse tout le monde confus, car ce n'est pas une raison valable pour refuser un empire. Abel n'est pas surpris, il sait lui-même que ce n'est pas logique, et pourtant, même en l'ayant expliqué, il ne comprend toujours pas pourquoi. Lui non plus. Un peu plus tard, le professeur du cours sur les donjons informe les nouveaux, dont Rio et Amon, que l'introduction du cours est maintenant terminée. Il leur signale également que les 5 derniers ont appris les bases de l'exploration de donjons et qu'ils entreront cet après-midi dans le premier niveau d'un vrai donjon. Amon montre des signes de nervosité en l'apprenant, mais Rio lui rappelle qu'ils ont encore le temps et que s'ils se tentent trop maintenant, il sera épuisé une fois arrivé dans le donjon. Le professeur leur a dit qu'il est prêt à répondre à toute question avant le départ. Rio en profite pour lever la main et demander s'il existe un moyen de voyager vers un niveau déjà visité. L'instructeur est surpris qu'il connaisse ce genre de choses et lui explique que, d'après ce qu'il sait, il y a des donjons dans le sud qui possèdent cette fonction. Cependant, ce n'est pas possible dans celui de Lune, et il regrette de ne pas pouvoir l'aider davantage, car il n'a fait qu'en entendre parler. Rio le remercie pour ses explications, tandis qu'Amon lui dit qu'il est impressionné qu'il sache ce genre de choses, ce qui ne l'étonne pas étant donné son rendez. Rio lui sourit et lui répond qu'un petit oiseau lui a soufflé l'info. Une fois que les nouveaux se rendent au donjon, l'instructeur leur explique que le donjon de Lune se trouve au centre de la ville, et qu'on pourrait même dire que la ville s'est construite autour du donjon. Comme il l'a déjà mentionné auparavant, tous les quelques années, le nombre de monstres dans le donjon se multiplie, ce phénomène est appelé la Grande Marée. Dans bien des cas, des monstres atteignent la surface, c'est pourquoi des murs doubles ont été construits pour empêcher qu'ils n'atteignent la ville. En entendant cela, Rio comprend mieux, les murs extérieurs protègent contre